Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 9 de la saison 3 de Ficelle. Aujourd'hui un épisode dédié exclusivement aux décisions qui ont été prises hier par le comité directeur de la LNB. On a avec nous Julien Monclar, le manager général de Blois, qui évolue en Pro B, la deuxième division française. Et nous avons Didier Gadou, qui est le directeur général de l'élan Béarnais, Paula Cortez. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous. On va aborder évidemment tout le contexte et les décisions qui ont été mis en lumière. Du coup, hier, le comité directeur de la Ligue nationale de basket s'est réuni pour évoquer la situation créée par la mesure de confinement, plan national, et sur l'impossibilité des clubs d'accueillir du public, leurs abonnés, leurs partenaires, tout ce qui va finalement engendrer un peu d'instabilité au niveau de la gestion des clubs. Du coup, il y a 3 points principaux qui ont émergé, en tout cas c'est ce que retranscrit ce communiqué de la LNB hier, c'est qu'il y a 3 volontés des clubs. Celle de ne pas mettre un terme à la saison malgré la complexité de la situation, le fait de préserver l'économie des clubs et éviter ainsi une cascade de situations délicates, de dépôt de bilan éventuel pour certains clubs, et puis surtout d'assurer la continuité de la visibilité du basket, parce qu'on va avoir un mois de novembre où on va pouvoir mettre en avant le basket. Pour la Pro B, ça sera la Leaders Cup, et puis pour la JP Elite, on aura des matchs qui seront télévisés, notamment sur Sport en France et sur Kip TV. Voilà, en tout cas pour la volonté des clubs. Pour resituer les différentes décisions, il y en a 3 majeures, 3 grosses décisions concernant ce comité directeur. Les championnats de JP Elite et de Pro B sont maintenus et tous les matchs qui devaient se jouer en novembre et ultérieurement, si le confinement devait perdurer, seront reportés à une date inconnue, dans des modalités inconnues, mais en tout cas ne sont pas annulés et auront lieu dans le futur, voilà, afin surtout de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos et les priver des recettes, ce qu'on appelle l'hospitalité, donc du coup tout ce qui est recettes de billets avec prestation ou non. Deuxième décision, la Ligue va maintenir les matchs de JP Elite et de Pro B, donc du coup qui devaient être diffusés sur la chaîne L'équipe et puis sur Sport en France, la chaîne Sport en France, pendant le mois de novembre. Du coup on va avoir au minimum 2 matchs par week-end en JP Elite et 1 pour la Pro B. Et en plus de ça, vous aurez peut-être d'autres matchs qui seront disponibles sur la LNB TV, donc vous pourrez avoir du basket à haute dose sur le mois de novembre. Concernant la Pro B, vous l'avez compris avec mes petites explications, le mois de novembre va être l'occasion de disputer les matchs qui ont été décalés pour les poules de la Leaders Cup, et on va pouvoir ensuite disputer les quarts et les demi-finales. On pourra même aller jusqu'à la finale de la Leaders Cup Pro B se jouera le 22 novembre et ça sera diffusé sur la chaîne L'équipe. Donc une vraie visibilité, vraie mise en avant de la Pro B. Donc voilà, on va avoir Julien qui pourra nous en parler tout à l'heure. Voilà un peu pour le contexte. Je vous invite, si vous nous suivez et si vous vous passionnez pour le basket français et européen, à nous suivre sur les différentes chaînes Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer et d'autres plateformes, à vous abonner, à nous mettre des avis. 5 étoiles, c'est magnifique. À mettre vos commentaires, ça va nous aider à nous améliorer et puis surtout ça nous donnera un petit coup de boost pour retrouver de très très belles audiences. Maintenant, place à l'épisode. Très très bonne écoute à tous. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Didier d'être avec nous aujourd'hui pour débriefer et aborder un peu la question du basket français, pour débriefer les décisions qui ont été prises suite au comité directeur de la LNB hier. J'ai aussi avec moi Fred et Bucky, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors j'ai envie de dire, donc Julien qui est directeur, enfin qui est le manager général de Blois en Pro B, et puis on a Didier qui est le directeur général de l'EBPLO, donc l'élan Béarnais, Paula Cortez. Du coup merci à tous les deux, ça nous tenait à cœur d'avoir un représentant des clubs de JP Elite et un représentant des clubs de Pro B pour pouvoir aborder un petit peu les deux niveaux du basket français. Du coup la toute première question que je pourrais vous poser: comment est-ce que vous avez accueilli la décision hier de ce comité? J'imagine que c'était quand même très collectif, mais comment est-ce que vous attendiez à ça? Peut-être Didier, peut-être pour commencer. Oui, pardon, bonjour. Il n'y a pas de grande surprise. Je crois que dans toutes les discussions, sincèrement, la Ligue s'est donné du temps. Il y a eu des consultations, il y a eu une assemblée générale, il y a eu des échanges à l'issue de l'assemblée générale qui n'étaient pas consacrés d'ailleurs à ce problème-là, mais à l'issue, il y a eu un débat. La concertation a donné des orientations pour le comité directeur et dans ce qui a été décidé, sincèrement, c'est vraiment le reflet de la complexité de la situation. Julien, du coup?
Très d'accord avec ce que vient de dire Didier. Il y a suffisamment parfois le sport national du reproche dans les institutions, y compris dans le basket, mais là on peut dire que la décision qui a été prise a tenu compte des retours du terrain et donc des clubs et il y a un certain bon sens en fait. Certes, c'est pas archi lisible et à nous d'être bons pour faire comprendre tout ça à notre public, mais honnêtement, vu la situation économique, sanitaire et toutes les incertitudes qui pesaient sur tout le monde, on peut trouver voilà, moi je trouve ça tout à fait sensé. Donc, et puis surtout, vous êtes pas les, enfin, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas les seuls, c'est quand même partagé par beaucoup de dirigeants du basket français, hein. On voit Christian Devos, qui est le président du BCM, qui dit que voilà, c'est une situation qui était plutôt en accord avec tous les clubs, bon, qui eux ont décidé de ne plus jouer à huis clos. Donc il y avait pas mal de clubs qui avaient décidé d'être dans cette optique-là, d'arrêter de jouer au huis clos parce que c'était trop engageant au niveau économique, ça mettait trop en difficulté certains clubs. Et il y avait quelques clubs qui avaient accepté de continuer à jouer en huis clos, notamment Lasvel, Monaco et puis Boulogne, qui du coup voilà, était toujours partant. Alors on retrouve deux des plus gros capitaux, enfin en tout cas budget de Jeep Elite. Et puis pour Monaco, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, euh, la décision était si vous voulez continuer à jouer, vous le faites, mais ça sera à huis clos. Sinon, on accepte le fait voilà, d'arrêter de jouer complètement, surtout sur un mois, sur le mois de novembre. Alors, c'est un report de match, hein, on Oui, n'arrête pas de jouer. bien sûr. Je disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui continuent de tester, qui continuent à leur activité quotidienne, et on va peut-être parler qu'il y a des compétitions qui perdurent. Mais donc, arrêter de jouer, on ne se met pas en vacances, les matchs sont reportés, on prépare la suite. Enfin, je pense que Didier va corroborer. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, ça vient des situations sanitaires au niveau de l'État, hein. C'était un confinement et l'État a donné droit à des entreprises et des sociétés de travailler. Et le sport pro fait partie de ça, de tout le sport pro, tous les sports confondus, déplacement, entraînement, compétition. La contrainte, c'est du huis clos. À partir de là, effectivement, il faut avoir une réflexion, notre modèle. Et pourquoi aujourd'hui 3 clubs dans les 36 clubs de Ligue français se détachent? Parce que d'abord, ces clubs-là sont des clubs européens avec des modèles business économiques différents. Bon, Monaco n'y revient pas. Ça vient des mécènes, pas forcément le public, mais avec des mécènes. L'Asvel, parce que l'Asvel, le calendrier aujourd'hui, c'est 34 matchs de la GP plus 34 matchs d'Euroleague. Ils ont pris du retard, il y a eu du Covid et ils ont 3 matchs de retard en Euroleague et 3 matchs en championnat. Donc leur calendrier devient encore plus difficile. Modèle économique différent, je pense aussi, des actionnaires puissants. Je citerai que Tony Parker et l'autre s'appelle l'OL. Hein, et derrière, le Valois, peut-être un modèle économique un peu différent avec la puissance de la capitale de Paris. Donc je crois qu'il y a un consensus vraiment sur la manière de faire. Et maintenant, il va falloir qu'on pilote ça avec la Ligue. Et ce n'est pas chose facile. Et on est très content de pouvoir jouer d'une certaine façon parce qu'on a tous envie de jouer. Et on ne veut pas s'arrêter. On veut reporter parce que dans ce mois de novembre, sachez qu'il y a une fenêtre internationale et que oui, on veut passer un maximum de matchs parce que le but, c'est de faire un championnat. C'est ça qui est important aussi, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup entendu, c'est tout le monde veut jouer. Personne ne veut s'arrêter malgré la situation qui est excessivement compliquée. Alors oui, on veut tout jouer. Le frein à main, les deux freins à main et les pédales de frein que l'on a, c'est l'aspect économique, je répète. Nous imposer un huis clos, nous dire vous devez travailler, mais vos clients ne rentrent pas dans la boutique, ça nous pose un problème. Pourquoi? Parce que tous les clubs ont des abonnés, des partenaires et des collectivités, et qu'en base, il y a un chiffre d'affaires qui a été payé. Et ça, si on n'arrive pas à les fournir dans le laps de temps de la saison jusqu'au 30 juin, on aura tous des problèmes, comme on a eu déjà un petit peu sur la fin de la saison dernière. Là, ça tombe très tôt. Et vous, comme moi, je pense que Julien, on ne connaît pas l'avenir par rapport au Covid et au confinement. Oui, exactement. C'est nous, on a tous envie de jouer, ça c'est clair. Et on va revenir, parce que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse malgré tout à comment on peut jouer différemment. Mais ça ne s'improvise pas en 3 jours, clairement. Non, moi je vais complètement dans le sens de Didier, il n'y aura pas beaucoup de contradictions là-dessus. La première chose à sauver, on a des engagements, en fait, pour résumer, on a des contrats qui portent sur la saison avec les gens qu'a cité Didier, hein,
les partenaires, les abonnés et les collectivités. Et à partir du moment où on n'est pas capable d'honorer ces accords, ben, on est en situation de risque financier. Pour la plupart des clubs qui ont un modèle économique, on va dire, normal, ça peut impacter, ça représente 65-70% de leur budget. Donc après, qu'est-ce qu'on sauve dans ces 65-70% en jouant à huis clos, en jouant à jauge réduite? Ben, tout ça, c'est tout un travail d'analyse financière qui doit être fait, et puis aussi de projection d'organisation. Donc là, décider en 3 jours de jouer à huis clos, il y a un petit côté un petit peu suicidaire. On est certainement capable d'en amortir un petit peu. Ça, après, chaque club peut amortir un match à huis clos, 2 matchs à huis clos, peut-être 3. Je veux dire, là, comme on l'a dit, ça arrive au mois de novembre. Hein, donc, la saison est encore longue et malheureusement, le Covid va encore nous occuper un certain temps, manifestement. Comment on fait comprendre ça à l'État? C'est-à-dire que l'État, on a l'impression que dans les discours et les déclarations, notamment de la ministre, le football a été entendu en mode on veut jouer la suite et ce qui avait été réclamé au printemps. On a l'impression que les autres sports n'ont pas beaucoup de voix qui portent, même si le rugby a l'air d'avoir fait un bon lobbying récent. Bon, moi, là-dessus, j'ai pas de position, hein, franchement, sur l'État. Je ne sais pas si le foot a été entendu, le rugby a été entendu ou quoi au caisse. Ce que je sais, c'est que les déclarations faites par la ministre, moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Je les trouve très, très, très éloignées de ce qu'est la réalité d'un modèle économique et d'une économie qui est quand même relativement saine. Quand on cite, je vais parler de mon club, ce que je connais, près de 70% de recettes propres, hein, ce n'est pas des subventions, hein, ça ne vient pas des collectivités. C'est nous qui arrivons avec nos petites mains à faire 70% de notre budget seul. Et quand on dit qu'à huis clos, on ne peut pas jouer, ce n'est pas pour avoir des aides. Elle dit strictement l'inverse. Elle prétend que les clubs veulent s'arrêter pour avoir des aides. Non, les clubs qui ont dit qu'on ne pouvait pas jouer à huis clos, c'est justement pour ne pas être archi-dépendant d'une manne extérieure qui arriverait de l'État et dont on peut tous se poser des questions sur cet argent qui coulerait à flot. Peut-être oui, peut-être non. Tout allait bien au printemps. Maintenant, on sent quand même qu'il y a quand même un peu plus de réticence à verser des sommes astronomiques. Mais non, nous, la réalité, c'est que à partir du moment où on peut accueillir du monde dans nos salles, on a un modèle qui n'est pas subventionné, bien sûr qu'on touche un peu de subvention, un petit peu sur des missions d'intérêt général spécifiques, mais notre modèle, il a une forme, il a une vraie autonomie, et ça, c'est parce qu'on met du monde dans la salle. À partir du moment où on met personne dans la salle, on n'a plus d'autonomie. Donc, en gros, moi, je trouve qu'elle dit l'inverse de la réalité, et ça me surprend beaucoup parce qu'elle ne connaisse pas bien le sport co, admettons, pourquoi pas, peut-être, mais je pense qu'elle a des conseillers, enfin, je présume. Donc, franchement, je suis très, très, très surpris des déclarations qui consistent à dire les clubs veulent s'arrêter pour toucher des aides. Moi, je trouve ça me heurte vraiment. Non, parce qu'en plus, il faut bien préciser à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, en fait, l'État demande aux clubs d'arrêter de jouer autrement qu'à huis clos. Enfin, concrètement, aujourd'hui, on vous demande de jouer à huis clos, mais derrière, aucune aide n'est vraiment livrée par l'État pour vous permettre de quand même tenir d'une manière économique. Donc ça, c'est quand même super important à préciser. Aujourd'hui, on vous demande en fait de produire sans être payé. Alors, attention dans ce que vous dites. L'État aujourd'hui ne dit pas tout à fait ça. L'État dit, vous vous déplacez, vous vous entraînez, vous jouez à huis clos. Et si vous jouez dans ces conditions-là, dont vous travaillez, vous pouvez bénéficier d'aides. C'est ça qu'il dit. Peut-être. D'accord ? Mais ces aides-là, il faudrait les estimer, les chiffrer. C'est ce qu'a fait le rugby. À mon avis, ils l'ont fait. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé bien plus tôt. Ils ont un business model qui est casse-gueule comme beaucoup, je pense, mais peut-être plus. Donc, ils ont été chercher une enveloppe qui aujourd'hui est estimée à 40 millions d'euros, ce qu'on a entendu. Mais cette enveloppe fait partie d'une enveloppe globale dite par l'État de 107 millions d'euros qui doit être aussi votée par l'Europe et qui est peut-être en finalisation, mais qu'on verra peut-être plus tard. Le plus tard et le volume, on en a tous besoin dans le basket pour y voir clair. Parce que c'est ça qui doit nous rassurer. On ne peut pas nous dire, allez jouer et vous aurez des aides. Mais on a besoin de savoir le montant d'aide parce qu'on est en capacité d'estimer les pertes sur chaque match à domicile à huis clos. On aimerait mettre en place des chiffres qui nous permettraient, d'avoir une enveloppe sur une perte de 50% effectivement du chiffre d'affaires de la billetterie, mais aussi des exonérations des charges patronales ou des URSSAF. Oui,
Ça nécessite un petit peu de temps. Alors c'est là que le basket, je pense, c'est là que le basket a perdu un peu de temps. Et pourtant, tous ces chiffres-là, sur la DNCCG, on rend des chiffres à la Ligue, et peut-être effectivement qu'on avait quelque chose à anticiper de manière globale. Attention, on y est en plein dedans. Hein. Depuis quelques jours, tous les clubs se mobilisaient pour ce schéma-là, pour faire pression. Mais l'État demande aujourd'hui de jouer et en disant, vous aurez des aides. Nous, on a besoin de savoir quel est le montant de ces aides. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une volonté de jouer dans une certaine mesure. Donc, qui n'est pas la même en JP Elite et en Pro B, mais en tout cas, du basket sur le mois de novembre, il y en aura. Après, pas dans le format habituel. Mais pour revenir, les aides sont une chose, mais moi, ce mois de novembre, il y a autre chose qui me tient à cœur, c'est qu'on réfléchisse ensemble, si possible. Donc, il y a un certain nombre de clubs avec qui on a déjà échangé, nous ici, pour essayer d'inventer un modèle de match à huis clos, parce qu'à un moment donné, on risque de devoir en faire, il faut avoir un peu le principe de réalité, un modèle de match à huis clos dans lequel on arrive à sauvegarder, alors j'allais dire tout ou partie, ce ne sera pas tout forcément, mais à sauvegarder l'essentiel de nos prestations de communication, peut-être réussir à déplacer, à compenser le chiffre d'affaires hospitalité. Donc les hospitalités, c'est toutes les places, les places à prestation ou pas d'ailleurs, qui sont vendues et qui sont une partie importante de nos budgets. Et si on arrive à faire ça, pareil, peut-être que les aides dont on aura besoin n'auront pas à être aussi importantes que si on partait du principe qu'on perd tout. Donc c'est aussi notre responsabilité de citoyen de faire le maximum pour qu'on ait juste les aides juste nécessaires, j'ai envie de dire. Après, toutes les choses avancées par Didier sur les charges sociales sont vraies. La lisibilité, elle est assez claire. Malheureusement, ça ne couvrirait pas les pertes de matchs à huis clos, les charges sociales, clairement. Et je dis malheureusement, là c'est contextuel, parce que heureusement pour nous, faire des matchs, ça rapporte de l'argent. C'est ça qu'il faut rappeler. Faire des matchs avec du public, ça rapporte de l'argent. Ça nous permet de payer des joueurs, ça nous permet de payer des organisations. Il faut quand même le rappeler. On ne va pas juste sur le terrain comme ça en touriste. Et c'est vrai que la culture du sport professionnel en France, et peut-être que vous allez participer avec vos initiatives, podcasts, etc. On participe tous à expliquer ça aux gens. Il ne faut pas croire qu'on va juste sur le terrain et qu'on attend que ça se passe. C'est pas ça le sport pro. Est-ce que vous avez un peu de visibilité justement sur toutes ces décisions concernant les aides éventuelles? Qu'est-ce que vous vous donnez comme timeline autour de tout ça? Tous les clubs aujourd'hui, chaque club aujourd'hui possède son business model, ses pertes. Pourquoi? Parce qu'on a vécu déjà sur la saison précédente. On savait qu'il manquait entre les 5/17e ou les 4/17e des gens qui n'avaient pas fourni des prestations sur la JP Elite. Donc on connaît les manques à gagner par rapport au budget qu'on a effectué déjà, qui sont sur papier présentés des DCG. Donc voilà, concernant les aides, elles sont en place. Nous, ce qu'on a besoin, on y revient, il ne faut pas qu'on y passe trop de temps parce que ça va être technique sur l'aspect financier. C'est l'exonération des charges patronales des URSSAF. On les connaît, okay, mais c'est one shot par le mois et des fois on a 3 matchs par mois, voire 4 peut-être. Mais derrière, on connaît les manques à gagner sur les billetteries. Ça, c'est une enveloppe qui est décidée par l'État. Cette enveloppe, je l'ai là, c'est écrit là. C'est 107 millions d'euros. Et on entend de savoir dans ces 107 millions d'euros combien vont être dits au basket. Alors, on n'avait pas entendu le chiffre. Et là, dernièrement, j'ai entendu Alain Béral qui disait peut-être 20 millions. Vous voyez? Donc, à un moment donné, on aurait dû prendre une position peut-être un peu plus tôt pour aller chercher cette enveloppe qui rassurerait tout le monde, qui aurait dit on joue à huis clos. On aurait dit banco, parce qu'on aurait su, que ce soit à Blois ou à Pau, combien on aurait eu par rapport au manque à gagner. Et là, on n'y est pas. Donc, hop, petit coup de frein à main, on regarde, on reporte, on s'organise. Et puis, comme dit Julien, et c'est peut-être l'essentiel là dans l'interview, c'est comment imaginer, dans un futur très très proche, honorer les contrats que nous avons, collectivités, partenaires, abonnés. La ligne billetterie pure, il va falloir qu'on s'y assoie peut-être dessus, parce que là, les jauges à 8 clos, à 1000, à 2000, à 5000, on n'y voit pas du tout, mais alors pas du tout. Là, toi, c'est l'autoroute avec 2 ou 3 pointillés sur le brouillard, tu ne sais pas si tu accélères ou si tu freines. Donc, on y est en plein dedans. Donc, par contre, imaginer des choses, comment donner la visibilité de nos équipes dans le sport que le même parce qu'on veut jouer, on y est aussi dedans, à la peau, comme je pense dans beaucoup de clubs. Quelles sont les solutions, enfin les pistes en tout cas que vous avez pu faire émerger dans vos discussions aujourd'hui sur justement le format pour faire jouer?
On parle évidemment, beaucoup de gens parlent de bulles et de systèmes comme la NBA, comme l'Euroleague féminine qui a mis ça en place, comme probablement l'Euroleague masculine qui va aussi le faire. Est-ce que ça, c'est quelque Pas de chose qui est. bulle. On ne veut pas de bulle. Moi, j'en Voilà veux ce pas que. de bulle. J'en veux pas parce que, comme, je ne sais pas, mais enfin, une bulle, quand tu es à Monaco, quand tu as quelques partenaires, en fait, des mécènes, ça fait chier personne. Mais quand tu es à Blois, quand tu es partout en France, ailleurs, on a besoin d'avoir une proximité de partenariat, de collectivité, d'abonnés. Voilà. Et moi, je pense que la solution est digitale. C'est le digital aujourd'hui. Il faut qu'on soit en capacité à organiser peut-être des réceptifs en dehors d'un cadre basket, mais où tu vas honorer tes prestations, quelque chose de différent. Et ça, on y pense. Moi, je peux dire que c'est le quotidien à Pau, de trouver des solutions. On imagine, on va faire des essais, parce que ça va venir. On se sent, je pense, je ne prédis pas l'avenir, mais je pense qu'on va être obligé peut-être à un moment donné, pas au mois de novembre, mais dans un futur très proche, de jouer à huis clos. Parce que le Covid ne va pas nous permettre d'avoir des gens dans la salle. Alors, pareil, pour rebondir, moi sur la bulle, je suis un peu moins tranché que Didier, mais je rappelle que la bulle, pour moi, ça pourrait marcher simplement sur des formules de type phase finale, type choses comme ça. Pourquoi? Il y a 34 matchs dans une saison, que ce soit pour un club de Pro B ou de Jeep Elite. Mais il n'y a pas 34 matchs sur lesquels nous, on travaille économiquement. Nous, hormis le fait d'être. Bon, je vais expliquer. Hein, le partenaire qui est à l'extérieur sur maillot, OK, il génère du chiffre à l'extérieur. Nous, on génère du chiffre avec nos matchs à domicile, qu'on contrôle. On contrôle nos matchs à domicile. Donc, pour moi, la solution digitale, et nous, on va l'expérimenter avec la Leaders Cup, puisque vous avez compris que la Leaders Cup Pro B continue. Et pour notre division, c'est, moi, je trouve une excellente décision et une très belle opportunité pour la Pro B de faire parler d'elle de manière autonome. Peut-être avec l'aboutissement de la finale qui sera sur la chaîne L'équipe. Et pas enlevé de rideau de la finale Jeep Elite. Donc, en vrai événement pour notre division, moi, j'en suis très fier. Et je remercie en ce sens les gens qui ont œuvré, puisque c'était une demande spécifique qu'on avait fait nous à Blois et qui a été bien répercutée par les représentants de la Pro B et que la LNB a obtenu du diffuseur. Donc, on s'en félicite. Donc, ces matchs à domicile, on doit garder le contrôle dessus pour pouvoir. Il y a une bulle, par exemple, s'il y a 8 équipes dans une bulle, 18 équipes dans une bulle, comment on fait pour honorer tout le monde? C'est compliqué. Alors que quand on organise notre match, notre événement digital, on garde la main dessus. Et là, on peut créer nos prestations, peut-être certaines partagées avec les autres clubs, c'est-à-dire qu'on fera tous la même chose, peut-être certaines dédiées. Et en tout cas, on garde le contrôle et on peut travailler sur nos petits embryons de solutions. Donc, comme Didier, nous, ça fait une semaine que les équipes, avant de partir en télétravail pour l'essentiel, on a fait la feuille de route. On s'est encore réunis hier avec les collègues en visio pour envisager ça. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un réalisateur, enfin la personne qui nous fait les vidéos, qui a des compétences vraiment additionnelles pour voir comment on peut faire un embryon de réalisation. Ça ne va pas encore être Hollywood, mais sur le match de vendredi, certainement vendredi prochain, en quart de finale de Leaders Cup, pour pouvoir garder les gens devant l'antenne, pas simplement devant le flux du match, et animer les temps morts, l'avant-match, les temps morts, les quarts-temps, la mi-temps, et exposer les partenaires par moment, trouver un moyen de créer l'événement digital, comme je disais tout à l'heure. Par contre, on veut le contrôle dessus. Et en ce sens, je rejoins Didier. Donc la bulle ne me semble pas être solution, au-delà du fait que financièrement, ça semble quand même un peu illusoire. Pour revenir sur la bulle, Étienne, tout le monde a en tête le modèle de la bulle NBA, puisque ça a marché, qu'on a vu que le niveau de jeu avait été bon, que ça avait été jusqu'au final, jusqu'au bout. En France, on va prendre l'exemple d'une seule division, 18 équipes, grosso modo 10 joueurs, 12 joueurs par équipe, plus les staffs, plus l'encadrement du club, une ou deux personnes, plus les OTM, plus les arbitres, plus les gens de la ligue, plus les journalistes. On arrive à quoi? 500, 600 personnes, 700 personnes qu'il faudrait mettre dans une bulle fermée, parce que le concept de bulle, c'est quand même d'être hermétique au Covid, complètement. On les mettrait où en France? Monaco s'est proposé, je ne sais pas si vous avez déjà été à Monaco, mais vous ne pouvez pas fermer à Monaco complètement des gens par rapport à la population. On les mettrait où? À Disney, au Futuroscope? C'est quoi les structures d'accueil en France? Et on les mettrait combien de temps? 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois? On ferait quoi comme type de championnat? Est-ce qu'on joue tous les matchs? Est-ce qu'on réaménage un calendrier? Ça demande, en France, à mon sens,
sur une ligue qui n'est pas aussi riche que la NBA très clairement, une organisation démentielle. Et pour l'instant, ça me paraît pas être la solution la plus simple à mettre en place pour régler ce problème de la saison avec le Covid. Si jamais on avance dans la saison et qu'on voit que ça commence à devenir encore plus compliqué, peut-être qu'il faudra vraiment y réfléchir, mais actuellement, ça paraît quand même étonnant comme solution. Ça pourrait être appliqué plus tard sur des playoffs. Voilà. Et je pense que c'est une possibilité. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui. Et pas sur une formule championnat, Didier. Clairement, c'est impossible. Dans tous les matchs qui restent, rappelez-vous que le basket peut jouer 6-7 fois par mois. C'est que c'est bête à dire, mais ça peut arriver. Et on peut même, puisqu'on n'aura plus la fenêtre de la Cup avec la fenêtre internationale, les gens pourront jouer. Et puis surtout, pour aller peut-être plus loin dans le mois de mai, le mois de juin. Donc pour l'instant, on a de la visibilité. Ce qui est inquiétant pour dérouler tout ça, moi, je vous répète, c'est la partie prestation partenaire. Et je continue mon petit fil conducteur au lieu de remuer encore l'État, la bulle. Moi, j'y crois pas, la bulle. C'est comme tu l'as dit, puis attention, il y a l'aspect économique. Tu me dis 600 personnes, enfin, il faut quand même que ça paye. Par contre, aujourd'hui, la réflexion que nous avons, pour en parler un petit peu, c'est de créer un stade digital. Aujourd'hui, on a vu la NBA est capable de privatiser Disney et de mettre des écrans digitaux. Nous, on a essayé de faire le modèle inverse. On va essayer de créer un stade digital via comme des visioconférences, comme on fait aujourd'hui, mais avec au milieu un stade, le match, et puis une interactivité avec nos supporters. Voilà, on est en train de mettre ça en place. On va sûrement faire des essais pour pouvoir créer des stades digitaux, voir des liens via notre communauté de fans, pour animer. Parce qu'on a besoin, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de l'interactivité. Ce qui manque aux gens, c'est l'interactivité des vivre ensemble. Donc, voir un stade digital, avoir un chat, avoir une visibilité, du son, des émoticônes, de pouvoir participer, un petit peu, voilà, d'être connecté. Ça ne va pas nous donner la sensation et la vibration du palais d'un stade. Par contre, c'est une possibilité pour nous de proposer quelque chose de différent dans une période où on n'a pas le choix. Il faut avancer. Bucky ou Fred, est-ce que vous avez des questions? Bucky, peut-être? Non, pas sur le principe. Aujourd'hui, de toute façon, la bulle, pareil, pour moi, me semble économiquement pas jouable, pas sur un modèle français. Après, c'est vrai que le digital va falloir forcément s'y tourner, forcément regarder. Et donc, plus précisément, là, on parlait d'émoticônes, on parlait d'interviews, mais est-ce que vous avez des exemples de digitalisation un petit peu innovantes, un petit peu récentes, quelque chose qui vraiment permettrait aux supporters de se retrouver finalement vraiment dans l'ambiance du match? Aujourd'hui, pour moi, il y en a un spécialiste autour de la table aujourd'hui, c'est le système des gamers. Hein. C'est le système de l'e-sport. Aujourd'hui, tu joues, tu as des participants autour, tu es connecté à la planète entière et t'envoies du bois, quoi. Donc nous, c'est le même système, mais qu'il va falloir qu'on adapte. C'est un projet à développer et dire, voilà, tu as un match sur l'écran, tu as 1000, 2000, on l'espère, on va avoir des gens autour qui sont tes supporters, tes abonnés, et tu crées de l'interaction. Et aujourd'hui, comme dans l'e-sport, mais aujourd'hui on peut le faire avec des visioconférences, on peut même créer des salons VIP où tes VIP sont même privilégiés. Donc c'est un petit peu ça. Et même, on va le faire un essai, et je souhaite qu'on fasse un essai. Alors, tout à l'heure, tu me parlais, Fred, sur le match programmé à Paris. Je vais avoir une confirmation, effectivement. Nous allons jouer à Paris-le-Valois ce week-end. Voilà, alors qu'on voulait faire un replay sur le match de dernier quart-temps et prolongation sur le match du Mans, là, en faisant une interactivité avec les joueurs, parce que l'avantage aussi de ces matchs-là, c'est qu'on peut avoir du direct, on peut avoir de l'interactivité joueurs-spectateurs. Voilà, mais là aussi, bon, on pouvait faire, mais on peut toujours améliorer. Par contre, je rejoins juste, on a de la chance, on a un peu de recul, un peu de temps, et on va essayer de pondre des choses qui ne seront peut-être pas professionnelles, mais il y a des choses à copier et à améliorer, et nous, on a envie d'avancer là-dessus. Dans ce que j'entends, Didier, j'entends par exemple une diffusion sur Twitch avec un animateur d'avant-match, quelque chose comme ça, une ou deux interviews, quasiment une diffusion télé, mais plus proche ou plus interactive avec le public pendant le match. Voilà, avoir un flux, par exemple, avec un animateur, un journaliste et un consultant, quelque chose comme ça, qui discutent dans une fenêtre, le match dans une deuxième. C'est un peu quelque chose comme ça que vous envisagez? Ben, c'est exactement ce que disait Julien, parce qu'il y a des moments, il y a des cartons, du partenariat à passer, des interviews, on peut tout imaginer. Attention, on n'est pas équipé. Hein. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des prestataires. C'est une économie supplémentaire pour les clubs. Mais finalement, ce qu'on va économiser dans l'organisation de certains matchs, peut-être le déployer sur la partie digitale
pour l'animer. De toute façon, c'est la consommation d'aujourd'hui. Attention de ne pas se heurter non plus à l'OTT qui a mis en place la Ligue, puisque la Ligue aussi diffuse des matchs. Je pense qu'on est... moi, j'appelle ça l'intelligence situationnelle. J'ai fait un mail l'autre jour à la Ligue, je l'ai écrit, c'était une expression de notre cher entraîneur de l'équipe nationale, M. Pierre Villepreux, que quand il disait à l'époque il faut avoir de l'intelligence situationnelle, ça permettait aux gens de suite de trouver des nouveaux chemins. Ben, on est en plein dedans. Voilà. Et nous, aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et ces solutions que vous recherchez, pardon Julien, ces solutions que vous recherchez, elles seront idéalement, vous aimeriez pouvoir les conserver dans la durée, pas juste pour cette période. Aujourd'hui, il faut donner un contenu à notre public. Et je pense que Julien, ses équipes ont déjà une idée. Nous, on a déjà une idée. On va donner un contenu parce que en décembre, je pense qu'à décembre, on ne sera pas sorti du confinement, au moins au début décembre. On le pressent tous d'ailleurs. Oui, jouer à huis clos, peut-être qu'à un moment donné, ou à 1000, on sera obligé de proposer un autre modèle à nos supporters. Et ce modèle-là, il va falloir, sincèrement, Lambernet, on n'a pas cette prétention, on va passer par une prestataire qui a une puissance de feu qui peut nous aider et quelque chose qu'on va essayer de développer. Mais on espère qu'un jour, le vaccin arrivera et nous réglera tout ça. Oui, pour répondre, on va beaucoup. Alors, Twitch, e-sport, je suis d'accord. On sait que c'est le fonctionnement actuel. Il y a un modèle hyper fonctionnel et qui tourne très très fort. Maintenant, c'est pas non plus la réalité de notre public d'aujourd'hui. Donc moi, la priorité sur un match, sur le match de huis clos qu'on va avoir dans 10 jours, c'est déjà de rendre le produit regardable. Parce qu'on va travailler avec l'OTT LNBTV, avec le flux Keymotion, on va travailler avec ce qu'on a déjà. Donc comment on arrive à faire des petits ajustements, et ça va être du bricolage, je vais être clair, on va bricoler. Mais le bricolage, c'est pas que mauvais, il y a des bons bricoleurs et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc on va faire au mieux, déjà rendre le produit regardable, et en effet être capable de faire des décrochages. Et nous, on va bosser à 100% avec la LNB. J'ai déjà pris contact avec eux hier sur la partie technique. Ils ont rebondi tout de suite, mes techniciens vont pouvoir prendre contact avec les leurs et ça va. Excusez-moi, vous ne voyez pas la vidéo, mais j'ai une bande de fous là derrière. Voilà, ils sont contents, ils ont eu un coton-tige dans le nez, ça les a mis de bonne humeur. Bref. Donc oui, on va déjà essayer de rendre le produit regardable, organiser des décrochages pour mieux animer tout l'environnement du match, un peu comme quand on fait une prestation VIP. Quand on parle de faire venir le public un peu plus tôt dans nos salles, c'est de répercuter ça en digital et trouver un moyen, il faut le dire clairement, de valoriser nos partenaires sur ceux sur lesquels on est en difficulté sur la réalisation des prestations. Donc on y réfléchit. On va voir ce que ça donne. Il y aura certainement des choses intéressantes, il y aura certainement des décrochages, mais nous, on va y aller sans que ça nous coûte trop, grâce à des bonnes volontés et des très bons techniciens aussi, parce qu'on a la chance d'en avoir dans l'environnement du club. Et voilà, donc à suivre, mais la semaine qui va venir va être intéressante. Et comme tu le disais, Étienne, tout ce qu'on fait là, pour moi, c'est un laboratoire. Et c'est super intéressant. Et c'est une chance. Donc moi, cette Leaders Cup Pro B, je la prends comme telle. Je pense que les clubs de Jeep Elite qui vont avoir quelques matchs à jouer sur les matchs télé vont peut-être le prendre comme tel aussi. Et puis, comme tu dis, peut-être que pour la suite, le top, c'est d'avoir deux économies, l'économie dans la salle et l'économie en dehors de la salle, qui va peut-être nous permettre de mieux nous projeter dans notre époque et dans demain, quoi. Petite question, et je sais que c'est une question qui tient à cœur aussi à Fred, mais avec le recul maintenant, là, on a 7 mois de plus par rapport à la décision qui avait été prise pour la saison dernière. Est-ce que cette fameuse décision de prendre une année blanche était avec le recul la meilleure décision ou celle qui était la plus adaptée? Je vais laisser Didier répondre d'abord. Je fais exprès de rien dire. Je vais commencer alors. Si vous voulez, je commence. Si vous voulez, je commence. Moi, j'en avais. Non, mais là, c'est la question un peu polémique qui est destinée à mon copain Julien. Pas que. C'est très difficile parce que sincèrement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, et moi, si vous me demandez mon avis sur la situation actuelle, moi, je suis favorable aujourd'hui
Parce qu'on est dans une rupture totale d'équité sportive. On est dans une rupture totale d'équité sportive. Voilà. Peut-être cette année, comme l'année dernière, mais parce qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions et de dire « Oh là, dans le basket, ça tergiverse ». Non, aujourd'hui, rupture d'équité sportive. Trouvons la solution pour sauver les structures, honorer les contrats, pour que derrière, il y ait du basket qui poursuive. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un écrémage, c'est les plus forts qui s'en sortiront. Moi, je m'excuse. Il y a 36 clubs dans l'élite qui méritent d'être dans l'élite. Donc, il y a des choses peut-être à anticiper. Et la décision de la saison blanche l'année dernière, il y avait peut-être un moyen, une solution qui aurait pu être de monter à 20 clubs. Je dis peut-être, monter à 20 clubs, et de consolider ces 20 clubs. Parce que c'est l'élite du basket français, c'est une économie, c'est un championnat. Voilà, c'est tout. Avant que Fred, juste pour préciser, hein, c'était pas du tout à volonté de polémique. C'était vraiment. Non, mais même pas. Même pas. C'était parce que Fred voulait aussi s'exprimer sur l'idée. Mais voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit un changement dans la gestion de la saison. Et du coup, c'était aussi pour voir si cette alternative qu'on est en train de vivre aujourd'hui aurait pu être appliquée l'année dernière et aurait pu permettre d'arriver au bout du sportif sans avoir une année blanche. Fred, tu voulais parler? on avait la position, enfin, on sait la position de Julien qui s'était longuement exprimé dessus, mais l'an dernier, on a eu une saison qui s'était déroulée à 70% normalement, sans aucune contrainte, avec des salles qui étaient remplies, à part peut-être, non, même pas le dernier match, puisqu'on avait joué avant le confinement, sans jauge, sans rien. 70% de la saison avait été effectuée sans aucun problème, sans rupture d'équité, comme Didier l'avait dit. Alors oui, on peut toujours dire que tel ou tel club n'avait pas joué le gros ou telle équipe qui était en difficulté, ceci. Mais la saison avait été à 70% bien faite et on a décidé que ces résultats-là, entre guillemets, étaient mis à la poubelle. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a commencé le championnat, on a fait 4, 5, 7 matchs pour certains, donc pas beaucoup, mais on a commencé et on va essayer de le continuer. Donc peut-être 20, 25, 30% du championnat, si ce n'est plus, qui vont être joués de manière entre guillemets déséquitable, ou pas forcément dans une rupture d'équité, comme le disait Didier. Et on va dire, ce championnat-là, on va faire descendre des clubs, on va faire monter des clubs. Moi, ça me gêne d'avoir un championnat où personne n'est sur un pied d'égalité par rapport au réceptif, par rapport au public qui peut renverser les matchs, on le sait, ou porter les sportifs, d'avoir un résultat sportif là qui va être terrible pour certains, magnifique pour d'autres qui vont monter. Quand l'an dernier, on a pris une décision de geler la saison. Aujourd'hui, je ne dis pas que je ne peux pas changer d'avis dans 6 mois encore parce que la situation a évolué. Aujourd'hui, je me retourne et je me dis cette décision de geler la saison dernière, j'ai un souci avec. J'avais déjà un souci avec au moment où la décision a été rendue, cela dit. Donc, bon, la saison dernière, la vie, moi, encore une fois, et puis on avance, on ne va pas pleurnicher en permanence. Comme vous l'avez dit tous les deux, j'avais déjà parlé longuement avec vous. Moi, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est j'entends l'économie, j'entends tout ça. Ce qui fait la différence dans notre business, ce qui fait que les gens nous regardent, ce qui fait que les gens nous aiment, c'est qu'il y a 4 lignes et qu'il y a des choses qui se passent entre 4 lignes avec 2 paniers. Et ça, c'est le sport. Et du sport, il y en a eu l'année dernière. Du sport, il va y en avoir cette année. Moi, j'entends parler d'équité sportive depuis le début de la saison. J'ai du mal. Je suis désolé, c'est que équité sportive, il y en a jamais, soit il y en a tout le temps, soit il y en a jamais. On est sur le terrain avec les mêmes règles. Alors ouais, moins de monde, plus de monde dans les tribunes, plus d'argent, moins d'argent, plus de contraintes, moins de contraintes. Quand on soustrait et qu'on réduit tout, le sport, c'est de faire être capable de s'adapter aux contraintes et d'être le meilleur, dans un univers contraint. Et c'est ce qui est arrivé par exemple en NBA, c'est ce qui est arrivé en Champions League de foot. Est-ce que PSG méritait d'aller en finale s'il n'y avait pas eu le Final 8 à Porto? Est-ce que Miami aurait battu Milwaukee en demi-finale de conférence s'il n'y avait pas eu l'interruption de la saison parce que Milwaukee était super bien? Est-ce que LeBron James, parce qu'il est plus âgé, il s'est plus reposé que les autres et lui, il a bénéficié de la bulle? Est-ce que son titre, il est beau, il n'est pas beau? Moi, je vous dis, je m'en fous, je ne sais pas, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu du sport dans des conditions décentes et qu'il a été respecté dans toutes ces hypothèses-là. Après,
C'est pour ça que j'ai du mal avec la tyrannie de l'équité. Moi, depuis le début de la saison, on n'entend parler que de ça. J'ai parlé que de ce que je connais, c'est-à-dire chez nous. Nous, on leur dit, quels que soient les obstacles, les matchs décalés, jouer 2 fois en 3 jours, on les a préparés depuis le début de la saison. On essaie de conditionner nos joueurs. Ça va marcher, ça va pas marcher, ça on verra. À leur dire, voilà, vos petites habitudes, vos petits chaussons, ce sera pas il n'y aura pas de petits chaussons cette année. Il va falloir être capable de s'adapter. Il va falloir être capable de jouer un championnat. Nous, la Pro B, il y a le premier qui est censé monter et le vainqueur des playoffs. On est parti comme ça. Peut-être qu'en cours d'année, on va nous dire on n'a pas le temps de faire les playoffs, c'est le championnat. Ouais, il y en a qui vont râler. Ah oui, mais nous, on allait gagner les playoffs. Tant pis. Il y a du terrain qui va parler. Et le but, pour moi, c'est pour ça que ça me tient à cœur qu'on réfléchisse à ces solutions alternatives d'être capable de jouer un petit peu à huis clos à un moment donné, parce qu'il faut qu'on offre du sport aux gens. Il faut qu'on offre du sport aux gens, et pour qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait les résultats du sport. Le sport, c'est ça. Didier, c'est un sportif de haut niveau, un international. Il sait qu'à un moment donné, la compète est là. Après, c'est normal de raisonner sur vie des clubs. C'est normal d'avoir peur de descendre. Moi, j'ai entendu des clubs l'année dernière, au moment du confinement, dire qu'ils n'allaient plus exister s'ils descendaient en Pro B. Ça n'a jamais tué personne de descendre en Pro B. Ça n'a jamais tué personne de descendre en N1. Si ça te tue, c'est que tu as eu un problème de gestion. Il faut dire la réalité, pour moi. C'est pas le sport qui tue. C'est à un moment donné un problème de gestion. Soit c'est de ta faute, soit c'est un élément extérieur, quelqu'un qui te lâche. Mais souvent, ça peut être aussi des mauvaises décisions. Donc moi, ce qui me tient à cœur, et c'est ce que j'ai dit et écrit à plusieurs reprises, c'est que le sport conserve ses droits. Voilà, c'est tout. Juste, Julien et Messi, je suis 100% d'accord avec ce que dit Julien. Tu oublies juste une chose, c'est le Covid. Et le Covid ne faisait pas partie de la donnée de la saison dernière, il est arrivé à la fin. Et aujourd'hui, on a commencé une saison avec un protocole sanitaire. Et pourquoi je parle de rupture d'équité? Et je parle que du Covid. Je parle pas de la chose dans ça, je m'en fous. Le Covid, tu le connais parfaitement, un joueur Covid, tu joues, lui, il joue pas. Tu as 2 joueurs Covid, il ne joue pas, toi, tu joues. Tu en as 3, le match est annulé, si tu le souhaites, enfin, et tous tes copains sont en quarantaine ou en quatorzaine. On est quand même sur un élément qui est nouveau. C'est-à-dire que cette année, il y a eu des cas, et on le sait, dans ce magma de positifs, de cas contacts, de tests hebdomadaires, tu vois, tes joueurs, ils passent derrière. Sincèrement, on parle aujourd'hui d'un championnat, mais enfin, on a tout un protocole qui nous impacte. Et nous avons été impactés à Pau. Je ne sais pas si vous l'avez été à Blois. Nous, on a eu une chance, c'est qu'ils ont tous été positifs d'un coup. Mais il y a eu des clubs, je peux t'en citer. Chalon-Reims. Chalon-Reims, ils ont eu 1+1 joueur. Et on leur a demandé de jouer, alors qu'ils étaient tous cas contact, de jouer contre l'Asvel. L'Asvel n'était pas trop bien. Et on ne sait pas si là, ils n'auraient pas pu peut-être gagner. Ainsi de suite. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc, moi, quand je parle d'équité sportive, je ne parle que sur le Covid, que c'est une partie qu'on ne connaissait pas, les nouvelles. Alors, on me dit, oui, mais un cas Covid, c'est comme si un mec se faisait une entorse, il ne jouait pas. Je dis non, parce que tous les cas Covid, le gars n'a pas une entorse, on le met de côté, tous les copains cas contact, on les fait jouer ou pas, et ainsi de suite. Ça, c'est un élément nouveau. Point. Non, mais je suis d'accord. Sur le Covid, je suis assez d'accord et je reviendrai sur le protocole quand on aura terminé. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose quand même qui est lourd pour nous tous, pour faire qu'on puisse jouer, mais tu sais très bien que peut-être demain soir, tu auras 2 positifs qui ne joueront pas le prochain match, et ton entraîneur, il aura les boules, et ce qui est compréhensible, et le club aussi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous tous. Hein, voilà. Sur le Covid, je suis d'accord avec toi, Didier. C'est vrai que c'est perturbant. Et moi, à la limite, il est là. Genre, il est là dans la société, et il est là dans le sport. Ça me paraît normal. Après, je ne suis pas médecin et il y a des gens très compétents qui ont élaboré le protocole. Bon, c'est quand même le protocole qui suscite le plus de reports de matchs de toutes les ligues professionnelles. On le sait aussi. J'ai échangé hier avec mon homologue de Tours Volleyball. Alors, certes, c'est le volley qui est peut-être plus confidentiel encore que le basket. Déjà, ça permet de dire que c'est un sport, malgré tout ce qui peut être dit médiatiquement, il se pose exactement les mêmes questions que nous, hein, exactement, entre les clubs, la ligue, les pressions gouvernementales ou pas, etc. C'est exactement la même chose.
Ils ont un protocole beaucoup plus light, si bien que certains clubs comme Tours, qui est quand même en Champions League, hein, on parle quand même du top du volley, se testent lui-même. Et derrière, c'est souvent les ARS, les autorités de santé qui prennent le relais. L'ARS de Tours, là, ils ont eu beaucoup de cas. Ils leur ont dit, par contre, une fois que vous avez respecté ce qui était la quatorzaine, qui est maintenant la huitaine, la septaine, peu importe, c'est plus la peine de les tester, ne les testez plus, parce que de toute façon, les résultats, ils sont aléatoires. Nous, on est le seul sport où on continue à tester les mecs. Des fois, il y en a qui sont restés 3-4 semaines positifs. Et là, en effet, on marche un peu sur la tête. Après, moi, je ne suis pas médecin, donc je prends des pincettes quand je dis ça. Je répète juste ce qu'on m'explique, ce que les autres m'expliquent et les retours d'expérience. Moi, le protocole me rend un peu sceptique. Voilà, c'est parce que c'est vraiment un ressenti personnel qui est aussi un peu à la lueur des autres disciplines qui arrivent à maintenir plus de matchs que nous. À ma connaissance, et pareil, je prends des pincettes, on n'a pas eu plus de cas Covid graves dans d'autres disciplines que dans le basket. Peut-être qu'il y a des exceptions. Je ne vous cache pas qu'au bout d'un moment, on est usé de tout lire, tout regarder, et c'est un peu fatigant. Mais donc sur le protocole, moi, j'avoue que je suis un peu dérangé. Après le côté c'est comme une entorse, c'est pas comme une entorse. Je rappelle quand même ce que tu disais, Didier. Un cas, deux cas, on s'entraîne pas dans des conditions normales non plus. Donc là, en ce sens, je te rajoute même de l'eau à ton moulin. Mais moi, j'aurais aimé qu'on raisonne aux joueurs disponibles. Moi, j'aurais aimé qu'on raisonne aux joueurs disponibles parce que, en revanche, Saint-Laurent joue avec 2 joueurs en moins. Bon, ça nous est tous arrivé à un moment donné, que ce soit à Covid ou autre chose. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je suis assez partagé sur la question, mais on sent bien qu'on on a loupé un peu quelque chose. Quand nous, on a eu 30% de nos matchs reportés, je crois, Pro A, Pro B confondus, quasiment depuis le début de l'année. On n'a aucun autre sport qui est au-delà des 12% de matchs reportés, je crois. Donc ça, pareil, ça m'interpelle un petit peu. J'ai une question pour tous les deux. Il y a une question sur comment est-ce qu'on gère le côté humain de tout ça, parce que là, on parle beaucoup de mécanique, on parle beaucoup de logistique, d'économie, mais derrière, il y a quand même des joueurs qui sont testés régulièrement, qui vivent avec ça en permanence, qui s'entraînent avec ça en permanence. Quand on voit la situation de Nanterre qui va faire de l'Eurocup avec 5 professionnels, 4 espoirs, qui va faire un arrêt aux Pays-Bas pour ensuite prendre un autre avion, pour prendre un bus après pour finir et qui fait 10 heures de voyage. Comment on arrive à gérer ça? Comment on arrive à gérer l'état de forme? Comment est-ce qu'on arrive à gérer l'état mental des joueurs? C'est d'abord, quand on a commencé la saison, le protocole sanitaire était déjà plus ou moins en place, donc tout le monde a été briefé sur l'obligation hebdomadaire, voire autre, sur les divers tests qui venaient rentrer en plus dans les tests obligatoires par rapport aux licences et l'obligation pour jouer. Donc les joueurs sont OK, ça c'est admis, ça, se mettre un PCR dans le nez, ça fait partie aujourd'hui d'une certaine routine, comme tous les protocoles dans les salles, laver les mains, les masques et tout ce qu'on veut, donc on est dedans. Après, l'imprévu, c'est quand le virus vient dans ton club et quand il vient te prendre un joueur ou deux ou plus, et là on parle de l'humain parce que ça concerne l'individu, étranger, français ou ce qu'on veut, et les familles. Et nous, on a été impactés et on a vu les réactions des épouses par rapport à leurs enfants. Et on a eu des cas où les enfants ont été renvoyés des écoles, quand le gamin avait la fièvre, quand les épouses travaillaient et étaient dans le cas contact, donc renvoyées. Et ça a créé effectivement des zones de choc qui ont dépassé le cadre du basket. On est rentré dans l'humain, dans le monsieur, madame, tout le monde. Il a fallu s'adapter, il a fallu rassurer, il a fallu temporiser, avoir le corps médical tout près de nous pour aussi nous conseiller, parce que sincèrement, des conseils scientifiques aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue, mais c'est sûrement, peut-être que c'est toujours, excusez-moi de dire, mais toujours les médecins qui en parlent le mieux. Donc, on a évité de dire trop de bêtises, de les orienter vers des gens plutôt compétents qui ont su rassurer, passer cette période-là. On s'en est sorti plutôt bien, mais je ne sais pas, Julien, chez toi, mais chaque test PCR chez nous est un moment de stress, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, nous, pour donner la situation en toute transparence, nous, on n'a aucun joueur qui l'a contracté. Par contre, on a eu, dans les bureaux, on a été touché lourdement sur certains matchs. Donc, grosse désorganisation. On s'est beaucoup battu pour
si on pense aux joueurs, mais nous, pour l'organisation de match, quand il manque 2 salariés majeurs, c'est compliqué. On en a eu dans le centre de formation, 4 cas. Ça s'est plutôt bien déroulé puisque ça n'a pas fait trop de traînées. Tant mieux. D'un côté, il y a un inconfort certain et on a organisé nos tests PCR. Là, il y en a eu un là tout à l'heure, mais on essaye de le tourner avec de la détente, de l'humour, etc. Mais on est d'autant plus stressé que comme on n'en a eu aucun et qu'on en a un seul joueur qui a la sérologie positive, on sait que ça va nous tomber sur le coin de la figure à un moment ou à un autre. Là, je ne vous cache pas, bon, faut pas s'en faire une montagne. Je vous ai dit tout à l'heure, on est super content de jouer la Leaders Cup, quart, demi, peut-être finale, peut-être demi, en 8 jours. Et moi, j'étais le premier à défendre cette idée qui avait été présentée par nos collègues de Nantes. Ça me ferait vraiment suer qu'au moment de jouer les quarts, demi, machin, ça nous tombe sur le coin de la figure. Donc, quel choix on a face à ça ? Mentalement, pour répondre, je pense que c'est la qualité de communication qu'on doit tous avoir avec nos joueurs. Ne pas les infantiliser, leur expliquer la situation, les updater aussi régulièrement que possible, les avertir des risques, leur faire toucher du doigt les conséquences, et puis un peu croiser les doigts, quoi, hein, parce que même, c'est ce que je leur dis, nous, il n'y a aucun cas, donc je les ai, entre guillemets, on les a félicités. Je leur ai dit, je vous félicite parce que clairement, il semblerait que vous ayez été hyper sérieux et rigoureux pour ne pas le choper. À côté de ça, le premier qui va le choper, on ne va pas le mettre au placard et lui dire qu'il a été mauvais. C'est pas non plus ça. Mais donc je souscris à ce que dit Didier. Mais maintenant, l'humain, il s'adapte. Hein. Donc on prend l'habitude, on s'est rentré dans notre quotidien chaque semaine. Et puis on sait que le match, il est validé 3 jours avant, 2 jours avant. C'est bon, on joue les gars, pas de problème. On s'envoie un message, on s'explique. Et puis ça part. Après, c'est comme tout dans le sport. Hein. Il y a une équipe qui réussit, où ça va bien, une alchimie qui se fait bien, des victoires qui viennent. On a un joueur blessé, on réagit bien, on arrive à compenser. Une dynamique négative, peu de choses peuvent te mettre en l'air. Donc il n'y a pas de grandes règles. Il y a des groupes qui sont plus ou moins armés. Et puis il y a les circonstances sportives, extrasportives qui font qu'on peut plus ou moins affronter les aléas, mais donc voilà, je pense que c'est plus facile d'affronter des cas de Covid quand on est dans une spirale positive que quand on est dans une spirale négative. Mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Tu auras toujours ceux qui vont te dire « Ah ouais, on était bien, mais on a eu le Covid. » Ah ben ouais. Donc je pense que c'est beaucoup l'état d'esprit et on essaye de transmettre ça. Après, c'est pas forcément... on n'y arrive pas forcément. En tout cas, je pense qu'on se doit d'essayer. Voilà. Pour l'histoire de Nanterre, c'est là aussi qu'on voit que les compétitions européennes ont différentes règles. Et on est quand même dans le jouet à tout prix. Hein. Aujourd'hui, il faut dérouler. Quand même. On a entendu souvent parler par la Ligue, il faut dérouler le championnat. Et je pense que dans les compétitions européennes, il faut dérouler les matchs aussi. Ça a un avantage. On va voir nos gamins. Hein. Chez nous, on a des gamins qui ont pu jouer parce qu'on a eu des absents par Covid. Donc, ça permet aussi à certains gamins de montrer leur bout du nez. Après, on a quand même 3 types de compétitions européennes. L'Euroleague qui est sur une base de championnat, l'Eurocup qui a une poule de 10 matchs qui n'a pas aménagé, et la BCL qui a aménagé en faisant une poule de 6, en étalant énormément la saison régulière. Donc ça aussi, il y a une différence entre la FIBA qui a été plutôt conciliante, à mon sens, et ECA, donc la société commerciale qui gère l'Euroleague, l'Eurocup, qui n'a pas été trop, pour l'instant, conciliante avec les clubs, qui a même modifié son protocole Euroleague, après avoir vu l'Asvel reporter 2 matchs, je crois, d'affilée. 3, je crois. 3, ouais, voilà, j'ai un petit doute. Mais... Fred, moi, ce que je dis, il me tarde d'être à la fin de ce championnat. Il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse financière énorme. Et sincèrement, on s'y prépare. Tous les clubs s'y préparent. Ce serait mentir de ne pas dire la vérité aujourd'hui. On s'y prépare. On veut jouer. Mais on commence à se raidir parce qu'on sent que ça va être très dur. Et ceux qui font l'Europe, ça va être encore plus difficile financièrement. Sachant qu'il y a déjà eu de la casse, et vous avez notamment à l'élan Béarnais subi de plein fouet cette casse fin de saison. Moins 22% de masse salariale. Non, mais parce que quand tu fais la Coupe d'Europe, ça doit être quand même, aujourd'hui, on est tous fiers de faire une Coupe d'Europe. C'est une récompense d'une saison qui a été bonne. Alors déjà, tu perds pratiquement tes joueurs, mais dans ton budget, tu mets au moins des recettes.
Et quand tu vois que la Coupe d'Europe aujourd'hui, il a joué à huis clos, hein, je retiens ce matin, j'écoutais Julien Desbottes de Bourg-en-Bresse, il joue des matchs à huis clos, dans une salle qui devra accueillir beaucoup de monde. Ils ont vendu la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est... Ouais, voilà, j'ai dit un de la casse. C'était, si ça continue comme ça, il y avait un chiffre qui avait été sorti comme quoi 60% des clubs étaient en danger financier. Est-ce que c'est un chiffre qui est Oui, mais véridique on est ou... on est dans des systèmes, c'est marche ou crève. Hein, voilà. Après, Julien l'a très bien dit. Hein. Si tu es dans l'élite, c'est que tu as réussi quand même à bien gérer les choses. Après, il y a des clubs qui sont descendus. On est descendu l'an dernier, on est remonté. Ça fait partie de l'histoire. Après, je répète, il faut savoir attirer. Et là, si on revient plutôt à l'essence qui est de notre métier professionnel, c'est d'attirer le regard vers nous. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un sport qui est passé en clair. On a quelque chose à développer avec la Ligue, parce que la Ligue, c'est les clubs, il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression des fois qu'ils sont seuls au monde, mais la Ligue, c'est les clubs. Et nous, on doit être, bien sûr, force de proposition. Et moi, je me félicite de ce qui s'est passé les derniers jours par rapport à la posture qu'on a prise par rapport à l'État, en étayant un petit peu nos propos. Mais aujourd'hui, on a envie que notre sport soit visible. Donc, on a un beau sport. Hein. Moi, sincèrement, je suis fier. Hein. Je suis très fier. Parce que je regarde des sports, je consomme du sport. Mais le basket, ça reste quand même des moments privilégiés, même si on est initié. Vous avez un retour, Julien, justement, sur cette médiatisation qui touche aussi la Pro B cette saison avec les matchs sur Sport en France, même si ça venait juste de commencer? Sur Sport en France, on n'a pas les chiffres de manière aussi facile que sur l'équipe. Après, on a le retour de notre base, nous, parce qu'on a fait la première journée et on a eu notre troisième journée aussi qui a été diffusée à l'extérieur à Nancy. Oui, oui, bah c'est de bonnes démarches, hein, il y a pas à dire. Après, on a la chance d'être en clair. C'est une opportunité qui est issue d'une situation compliquée, parce qu'il faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être aussi assez humble dans la communication. Ce n'était pas la stratégie de nos dirigeants depuis quelques années. Ils avaient la stratégie traditionnelle d'aller chercher le chèque, hein, quitte à impacter la. On en avait parlé hein, lors du dernier podcast ensemble. Voilà, quitte à impacter la qualité de visibilité. Donc, moi, je trouve que c'était une mauvaise stratégie. Je vous l'avais dit à l'époque. Maintenant, je ne pense pas que la stratégie avait fondamentalement changé cet été. Quand on a vu qu'il n'y avait personne, il y a eu la volonté d'aller sur Leclerc. Donc, à la limite, ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Toujours est-il que le résultat, il est plaisant. Moi, je le trouve bon. Les chiffres de l'équipe, on les entend. Pour l'instant, on parle surtout de pic, mais même que ce soit pic ou même forcément sur des chiffres inférieurs sur les gens qui restent devant leur écran, bah, c'est des beaux chiffres pour notre sport. Je suis d'accord avec Didier, on a plein d'atouts. Le Juste Covid, peut-être pour donner les chiffres, Julien, on parle plus de 150 000 personnes en moyenne, oh, voilà, sur oui, oui, l'équipe, oui, 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 sur les matchs. en moyenne, sur le premier match, je crois qu'on a bordaillé les 200 000. Après, Ouais, c'était un vendredi soir, donc le taux de part de marché n'était pas fou, parce que bah, y a koh il y a machin, il y a truc, il y a plein de monde devant la télé. Donc la part de marché de l'équipe n'était pas folle, mais quand tu es à près de 200 000 en moyenne sur un Dijon-Asvel, bon, bah, on peut que s'en féliciter, c'est un bon départ, quoi. Et avec du monde dans les tribunes, voilà. Didier, bah, il y aurait pu avoir le pôle Limoges sur l'équipe. Bah, vivement, on attend tous ça. J'espère qu'il y aura un beau travail autour parce que ça reste. On était Ça prêts, on reste était prêts. eh oui, ouais, c'est une affiche On était incroyable. chaud. Donc c'est des choses, on a envie que ça passe en clair, que ça raconte l'histoire aux gens, que ça explique notre sport, l'histoire de notre sport aussi. C'est aussi ça notre rôle. Donc voilà, après, pour revenir au strict cadre de la Pro B, oui, nous, on n'a jamais eu. Enfin, on a un club en croissance aussi sur les réseaux et la communauté, mais on a eu beaucoup d'interactions sur le début de saison. Issu du premier match qui est donc passé sur Sport en France, même voilà, et surtout après le match à Nancy, où en plus il y avait eu quelques actions d'éclat, etc. Donc ouais, ça a beaucoup fait parler. Et donc on sent les premiers effets. Il faut qu'on travaille et qu'on capitalise dessus. Malheureusement, on a un contexte particulier, comme on l'évoque depuis le début de l'émission. Ouais, mais justement, est-ce que ce contexte particulier, donc les huis clos, le fait que la France soit confinée, n'est pas finalement, enfin, une opportunité
faut mettre des pincettes quand on dit ça, mais une opportunité pour l'exposition du basket français, puisque maintenant, donc on le disait, c'est retransmis en clair, puisque les Français sont chez eux et donc plus facilement devant la télé. Est-ce que c'est pas justement un moment pour montrer que le basket français c'est très sympa à regarder? Voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer d'une manière ou d'une autre ce moment délicat en opportunité? Alors, d'abord, c'est la volonté de l'État de faire que le sport pro dure pendant ce confinement, et c'est pas anodin, à mon avis. C'est pas anodin de dire au sport, vous continuez à pratiquer même à huis clos, parce qu'il va falloir sincèrement, qu'on occupe, comme au bon vieux temps des Romains, le sport par rapport au spectacle et au public. Oui, c'est une opportunité pour le basket. Attention, la Ligue a défendu en premier lieu cette posture vis-à-vis des clubs. Il fallait jouer. Parce que, comme vous le dites, il y a un créneau à prendre, il y a du monde devant les écrans. Il faut le prendre. Nous, les clubs, on a mis en stand-by, on n'a jamais fermé la porte. On a toujours été à dire, on vous comprend, mais il y a l'aspect financier qui compte. Le huis clos, on est contre. Et il y a eu donc, pas ce sondage, mais cette prise un petit peu de tous les clubs de dire qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, la Ligue est en train de caler. Et je vous dis, on va jouer samedi, nous, à Levallois. Il y aura des matchs à la télévision. Il y a des gens qui veulent recevoir à huis clos. Il y a ceux qui veulent jouer à l'extérieur à huis clos. Donc, il y aura du basket, la Pro B jouera. On sera en capacité à faire. On a envie de jouer, on a envie d'être exposé, mais on n'a pas envie de mourir. Après, pour répondre sur l'opportunité, je suis à moitié d'accord. En fait, c'est à moitié vrai. Il y a une vraie opportunité. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La JP Elite, il y aura de belles affiches. La Pro B va être visible. Ça, c'est bien. Après, pour aller au bout du bout, fait partie de notre spectacle, nos salles pleines. Ça fait partie de notre identité. Quand on prend la JP Elite, ok, on ne faisait pas des audiences, le basket n'est pas rentré dans tous les foyers français. Par contre, dans ces territoires, globalement, les clubs font du bon travail pour animer, faire vivre leur salle, et ça fait partie du spectacle. Donc, ça fait aussi partie du rendu télévisuel. Et c'est vrai que je suis d'accord, donc, d'une part, qu'il y a l'opportunité, mais je pense à la personne qui se retrouve face à un écran, qui n'a jamais vu de basket de sa vie, ce qu'elle verra à huis clos n'est pas non plus la réalité de ce qu'elle pourra peut-être voir, je l'espère, dans quelques mois ou plus tard, mais le plus tôt possible en tout cas, avec le full package, c'est-à-dire des équipes qui jouent un sport hyper attrayant, hyper vivant, et avec un public proche du terrain, un public qui est participatif et pas agressif, tous les atouts que nous, ici, passionnés, on connaît bien, mais que les gens ne connaissent pas nécessairement derrière leur écran. Donc c'est pour ça que c'est ça, c'est une demi-opportunité. Il y a une petite pointe de frustration de se dire que peut-être que la plus grosse audience de sport de basket de club de ces dernières années, ce sera peut-être ce mois-ci, sur un match X ou Y, et que ce sera à huis clos. C'est ça qui est un peu particulier. C'est-à-dire que dans une plus grosse audience, il y a des gens qui verront un match de basket pour la première fois. Et ceux-là, ils n'auront pas le vrai de vrai, quoi, notre vrai spectacle. Mais peut-être qu'on les accrochera et qu'on les gardera pour la suite, en effet. Didier, le confinement, ça impacte aussi l'équipe de France. Enfin, tout va impacter l'équipe de France là, qui joue à la fin du mois chez vous. Où on en est Est-ce que il n'y a pas de souci pour recevoir l'équipe de France? Ça va jouer à huis clos? Il y a un protocole qui se met en place? Oui, je pense que. Alors, c'est certain, ils viennent à Pau dans la période de fin de la dernière semaine de novembre. Oui, il y a un vrai protocole. C'est une bulle. Hein, ils privatisent le palais des sports. Ils se sont mis d'accord d'ailleurs avec une société, du laboratoire des Pyrénées, pour tout ce qui est test, pour tester toutes les délégations. Il y a un vrai protocole, les joueurs ne se douchent pas à la salle, ils rentrent dans les hôtels, ils ont privatisé un hôtel. Donc là-dessus, sincèrement, Jean-Pierre Suquet et toute son équipe, la fédération, ont très bien calé l'opportunité de faire ça. Et où est-ce que vous vous entraînez, Didier? Mais ça, c'est l'autre problème. Alors, on est en train de construire une salle, c'est pas vrai. On a la chance sur l'agglomération paloise d'avoir une salle, et on va aller dans cette salle, on va déménager pendant ce laps de temps. C'est au nord-est? Non. Alors, nord-est, il y a nos équipes de jeunes. On va sur une salle qui est à Lons. D'accord. Mais l'équipe de France est bien organisée. Alors moi, j'avais juste peut-être une toute dernière question, parce que là, on a parlé de l'équipe de France, mais on avait évoqué un petit peu le sujet avec Julien il y a quelques mois.
Est-ce que le système qu'on a aujourd'hui, le système de retransmission des matchs avec le Keymotion, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on ne pourrait pas imaginer retravailler pour mieux valoriser les matchs si jamais on part sur du digital? Parce qu'aujourd'hui, on a la retransmission L'équipe qui est top, avec leurs caméras, leurs installations. Et est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler un petit peu tout ça pour mieux mettre en avant point de vue digital? Alors, si vous permettez, retransmettre les matchs tels qu'ils sont filmés aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être amélioré. Moi, je vais commencer à l'envers. On a mis le basket à disposition de tout le monde, en clair. Et pour finir, quand je vois que Jean-Michel Aulas est capable de dire qu'on doit inventer une plateforme comme Spotify pour aller se taper tous les matchs de foot, je me dis que le basket a un coup d'avance. Alors oui, il faut améliorer la qualité, il faut juste mettre un peu plus d'oseille sur la table, trouver des moyens techniques, parce qu'on a un sport spectaculaire qui doit saisir des images, et c'est vrai qu'en fonction des salles, des éclairages, des parquets, c'est un peu difficile. Mais il y a eu beaucoup de progrès de fait. Il a dit, Julien, si on est capable aujourd'hui d'avoir la qualité d'image, et c'est ce qu'on veut tous, sincèrement, on y a tous pensé. La Ligue nous a posé des questions il y a quelques belles lurettes déjà. Moi, je regarde des compétitions européennes, je regarde la DCL, je regarde l'Eurocup, et oui, il y a des moyens différents. L'équipe met des moyens différents d'ailleurs aussi pour faire ces matchs. On aimerait tous avoir ces moyens-là pour donner des images de qualité, parce qu'on a des résumés, on a des highlights, on a des joueurs du match, on a des joueurs à mettre en valeur. Ben, si on avait tout ça, on serait les rois du pétrole. C'est une étape supplémentaire. Il faut un peu plus de moyens. Il faut trouver un partenaire peut-être. Mais c'est une démarche qu'a entrepris la Ligue parce que quand on met une plateforme aujourd'hui, je crois que l'autre jour, les chiffres ont été cités, je crois qu'il y a 30 000 ou 40 000 abonnés sur la plateforme de la Ligue aujourd'hui. Ben, il faudra qu'un jour on monte et puis pourquoi pas un jour avoir des gens qui sont en capacité de nous produire les matchs de qualité. Mais moi, ce qui m'agace, c'est que de voir Jean-Michel Aulas qui a été chercher l'opportunité avec Spotify, de se dire on va trouver une plateforme pour vendre nos matchs en ligne. Et ça, je trouve quand même, oui, il a raison. Mais nous, en basket, on a tout ça. Hein, il faudrait peut-être qu'on l'améliore. Ouais, moi je vais aller un peu pareil, prendre le problème à l'envers. Keymotion, oui, c'est un plan large, c'est un balayage. Il a été amélioré cet été. Alors, personne ne voit la différence de l'œil du consommateur, entre guillemets, mais en tout cas, chaque club a reçu les techniciens pour rajouter une caméra. En fait, c'est pas un nouvel angle, hein, c'est juste pour améliorer un peu la définition. La grosse démarche qui a été faite pour l'améliorer, c'est de systématiser le commentaire, qui est quand même quelque chose de très, très, très important. Donc, on peut s'en féliciter. Moi, je trouve, j'ai du mal à le critiquer. C'est très critiqué dans notre univers basket, mais replongez-vous 10 ans en arrière, où déjà c'était une révolution d'avoir le live stat, parce qu'avant, il fallait attendre le message pour avoir le résultat du match, et puis il y avait quelqu'un au téléphone qui donnait les chiffres, quoi. Donc, on est passé de la préhistoire au live stat. Moi, à l'époque de la N1, quand j'allais pas en déplacement, une fois sur 3 à peu près, je suivais le live stat et c'était quand même un brave calvaire. Et derrière, on arrive aujourd'hui à voir tous nos matchs en direct. Donc, quand même, sans avoir le support d'une télé, quoi, hein, parce que le foot, ils y sont arrivés parce qu'il y a eu des productions, les télés qui envoient du monde dans chaque salle. Nous, on le fait nous-mêmes, quoi. Donc, faut reconnaître un certain mérite à cette solution. Moi, à ce jour, bien sûr qu'on aimerait plein de plans, etc. La réalité économique, je trouve que déjà qu'on environne bien cette base, et la suite, on verra. Sur l'OTT, l'OTT, c'est bien, c'est des mots un peu, c'est des notions on va dire de technologie avancée, de travail digital pointu. La réalité, c'est qu'on l'avait déjà. Hein. La Pro B, l'NBTV, ça existait déjà, sauf que les matchs n'étaient pas commentés systématiquement, et sauf qu'il n'y avait pas de création de compte et d'inscription. La seule question que je me poserais, c'est est-ce que ça valait pas le coup de mettre un prix même modique sur l'année de lancement? Bon, je comprends la stratégie de faire vraiment la communication autour de l'hyper-accessibilité. Moi, je pense qu'on se serait inscrit pour 10 € par saison, ou que sais-je. Ça aurait commencé à créer un petit réflexe, un petit côté League Pass, qui est Ça viendra, Julien. Oui, ça viendra, mais le problème, c'est que quand on commence gratuit, c'est plus dur de faire payer après.
Donc peut-être qu'on aurait dû. Enfin, je ne sais pas, ça c'est un avis très personnel. Et encore une fois, il y a des arguments qui vont en faveur du foot gratuit. Mais En tant que journaliste, tu as raison. Quand on commence gratuit, se faire payer après, ça prend beaucoup de temps. voilà, Pour, c'est ma crainte. C'est ma crainte. Juste pour moi, je travaille dans une entreprise qui fait l'édition de logiciels. Plus on va me faire rentrer des gens en gratuit, plus vous donnez la possibilité après à toutes les personnes de parler en bien, de tester la solution, de l'améliorer. Et ils vont essuyer les plâtres gratuitement, on va dire, pour pouvoir l'améliorer et pour que derrière la seconde version qui sera payante sera mieux fournie, meilleur service et meilleure qualité potentiellement en termes d'expérience utilisateur. Après, c'est qu'une théorie. Non, mais honnêtement, elle se défend aussi. C'est pour ça que je veux pas. Là, c'est pas une attaque frontale, c'est un questionnement, vraiment purement un questionnement. C'est la crainte qu'on peut avoir, mais en effet, aspirer le maximum et puis essayer de transformer derrière, pourquoi pas. Mais là, dans ce que tu viens de dire, Étienne, ça présuppose d'upgrader. Et qu'est-ce qu'on upgrade, comment et à quel prix? Ça reste Après, à l'état. Étienne, il faut savoir quand même que c'est les clubs, on paye notre retransmission. C'est pas. Je sais bien. Pas d'effort. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. On a toujours l'impression que ce sera toujours le club qui paiera. Rajouter une ou deux caméras, c'est toujours possible. Voilà, nous, on est demandeurs de l'amélioration puisqu'on a été volontaires de proposer ces caméras dans nos salles. Voilà. Sincèrement, on est fiers de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on puisse se faire doubler d'un claquement de doigts comme ça par d'autres sports, alors qu'on a la matière. Après, voilà, il faut qu'on ait juste un peu plus. La question peut aller aussi plus loin. Effectivement, vous participez à cet effort d'installation de ces moyens de retransmission. Est-ce que, et puis bien en plus, est-ce qu'il n'y a pas une part qui doit être renégociée avec la Ligue ou la Fédération pour justement faciliter l'amélioration de cette couverture digitale et en images et que vous ne soyez pas pénalisé dans vos budgets? Alors, ça, il faut leur rendre hommage, c'est ce qu'ils ont fait cette année. C'est-à-dire que moi, je vais être transparent, nous, ça nous coûte 12 000 € par an. Ouais. Je n'avais plus si vous payez un peu plus cher en JP Elite, mais donc 12 000 € par an. Cette année, les 12 000 € intègrent. Alors, on a dû payer quelques frais techniques pour l'amélioration de la pose de la caméra supplémentaire. En tout cas, ce qui nous concerne, ça dépend de comment est fixée la caméra dans la salle. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas très intéressant. Par contre, cette année, les 12 000 € intègrent le commentaire. C'est-à-dire que ceux qui produisent leurs propres commentaires vont payer moins que 12 000 €, vont se voir défalquer une somme X par match commenté en interne. Et en tout cas, pour le même prix qu'avant, on a une solution un peu meilleure en termes de définition et commentée. Donc, ce que tu viens de dire, c'est quand même ce qu'a souhaité faire la Ligue. Et ça, c'est ce qui a été fait par les équipes du digital et les équipes support de la Ligue. Donc on peut leur rendre ça tout de suite. C'est leur stratégie, ce que tu viens de dire. Est-ce que chez Fred ou chez Bucky, il y a d'autres questions pour finir cet échange? Non, je trouve que la question était très intéressante et voilà, on a pardon. Ça fait JP Elite. voilà. Habitué pendant des années. Il ne faut pas se tromper. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Ça revient de temps en temps, en fait. Non, mais attention, peut-être qu'un jour, il faudra se rappeler de deux marques. Pardon. En complément sur la télé, il faut savoir que la Ligue, aujourd'hui, on parlait des redistributions au club sur les images diffusées. Enfin, aujourd'hui, la Ligue essaie de monter un produit, quelque part un produit. Le basket, c'est le produit, et ils essaient de commercialiser les droits de nos diffusions sur d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez creuser, mais moi, je sais qu'il y a des droits qui ont été déjà vendus sur d'autres pays, du basket français. Donc ça aussi, c'est trouver des sources de revenus pour le basket, qui sera, on l'espère tous, et on le croit, au club. Donc on est aussi on travaille pour que le basket trouve des moyens de se montrer, d'être rémunéré. Ce sera peut-être un sujet pour un prochain épisode. Hein, Fred, on travaillera peut-être là-dessus. On ira chercher d'autres intervenants pour creuser ce point-là. En tout cas, Bucky, c'est bon pour toi? Parfait, nickel, très instructif. Ouais, je pense qu'on a été très complet, c'était très large et je pense que ça a été, on a plein d'informations et ça va être tout de suite beaucoup plus clair pour bien comprendre la position des clubs vis-à-vis de cette situation et de la Ligue également. Merci à tous les deux, merci Julien, merci Didier d'avoir participé. Écoutez, bon courage pour la suite, pour les prochaines échéances et puis écoutez, vous revenez quand vous voulez si jamais vous voulez parler d'un autre sujet. Merci à vous. Bravo pour vos initiatives. Bonne suite sur tous les baskets que vous analysez.
Enfin, merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde.